Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre rendez-vous quotidien de l'actualité sur 8 Mont Blanc. Bienvenue dans Accès Direct avec ce soir encore un sommaire assez chargé puisque j'aurai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Ludivine Chopard du Brise-Glace qui nous parlera bien sûr musique et festival de musique. On en reparle dans un instant. Nous accueillerons également Charlotte Guignard de Emotion, le nouveau lieu tendance sur Annecy qui a vocation à être The Place to Be du bassin annécien. Et pour finir, nous parlerons littérature en accueillant Patrick Brezé et son tout nouveau livre La montagne pour refuge. C'est dans un instant. Mais tout de suite, on commence avec les titres, avec Pauline. Bonsoir Pauline. Bonsoir Manu. Et ce soir, on reparle des intempéries, des crues, des inondations qu'on s'est vues dans le département il y a à peu près un mois. C'est ça, il y a un mois, on en a beaucoup parlé. Il y a eu beaucoup de dégâts en Savoie et en Haute-Savoie, des routes où c'était un peu le bazar, qui se sont effondrées, des niveaux d'eau conséquents. 13 communes ont été mises en catastrophe naturelle, ce qui permet d'avoir des budgets supplémentaires. Et c'est toi qui t'es rendu du côté de Serraval et des Clés, si je ne me trompe pas, pour faire le bilan justement un mois après ces intempéries. Et on va reparler du sommet du digital. Oui, on en parle toute la journée sur notre antenne et sur nos réseaux sociaux. Il y a beaucoup de conférences qui sont organisées. Sébastien Germain s'est rendu sur place aujourd'hui et lui, il s'est intéressé à l'e-santé. Bah oui, la santé n'échappe pas au digital. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc Sébastien nous fera le point dans le JT. On a hâte de voir ça. C'est d'ici une petite demi-heure environ. Et pendant que tu es là, je reste là. Mais je ne bouge pas, je me replace sur le canapé, je m'enfonce. Et on va passer tout de suite à la revue de presse, comme ça après. Comme ça, je peux partir. Exactement. Et pour ta revue de presse, tu nous as sélectionné un article qui concerne l'aviron sur le lac des Godettes. Oui, qui est menacé d'après nos confrères du Dauphiné Libéré. C'est la régate internationale Savoie-Mont-Blanc qui était prévue les 5 et 6 mai prochains qui a été annulée. Jeudi, le comité départemental d'aviron tiendra une réunion du côté du Bourget-du-Lac pour étudier quelles sont les compétitions qui pourront être sauvées ou non. 2 épreuves prévues en mars semblent déjà condamnées, de même qu'une compétition pour les jeunes à la mi-mai. Seuls les championnats de la zone sud-est de bateau-court se dérouleront bien du 30 mars au 1er avril. Mais aujourd'hui, c'est donc compliqué pour l'aviron savoyard, en cause un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 octobre 2017 qui ordonne tout simplement au conseil départemental de démonter dans les 6 prochains mois les aménagements réalisés dans la zone naturelle, des aménagements qui ont été conçus, on s'en souvient, lors des championnats du monde d'aviron qui ont eu lieu en 2015. Le conseil départemental a fait appel de cette décision, mais a annoncé un jeudi dernier du coup au comité départemental d'aviron que donc cette régate internationale n'aura pas lieu. On espère que ça s'arrangera pour l'aviron du côté du lac d'Aiguebelette, parce que c'est vrai que c'était une très belle compétition. Et il y a toujours beaucoup de bateaux qui s'entraînent sur le lac. Et on était tous contents d'y aller. En 2015, on était tous contents. On est bien d'accord. Et on reparle des chefs étoilés dans le département. Oui, on en a parlé hier. C'est une belle promotion cette année pour Savoie-Mont-Blanc. Dans ce guide Michelin 2018, c'est Marc Vérac qui obtient donc sa 3e étoile pour son restaurant de Manigot en Haute-Savoie. Sont aussi récompensés, on voit à l'image, Jean Sulpice qui obtient 2 étoiles à l'auberge du Père Bis du côté de Talloires. Après seulement 2 ans au bord du lac d'Annecy, il avait eu la première l'année dernière. Il a la 2e cette année. Il récupère donc ces fameuses 2 étoiles qu'il avait à Val Thorens, qu'il n'a plus puisqu'il n'est plus là-bas. Le guide salue la cuisine sincère et inventive de Jean Sulpice. Et puis Patrice Vander obtient sa 1re étoile dans son restaurant du côté des Fresques à Évian. Yannick Aleno conserve 3 étoiles glanées l'an dernier au Cheval Blanc de Courchevel. Les flocons de sel d'Emmanuel Renaud à Megève conservent également leurs 3 étoiles. En tout, il y a 16 étoiles en Savoie, 15 en Haute-Savoie. Donc Manu, pour la Saint-Valentin, tu as le choix complet. C'est la semaine prochaine, il est encore temps de réserver. Tu me feras la liste complète. Tu me feras la liste complète. Oui, bien sûr, je te fais la liste et je suis sûre que tu trouveras ton bonheur. Je n'en doute pas une seconde. Alors Manu, on reparle, les JO approchent à grands pas et là on parle dopage. Bah oui, moi j'aime bien faire une petite saga, tu sais, toute la semaine. Voilà, après le dossier russe, après le froid, et ben voilà, on va parler du dopage, notamment chez les fondeurs. Car la chaîne allemande ARD annonçait avoir eu en début de semaine accès à une base de données de près de 10 000 tests sanguins de 2000 athlètes de sport d'hiver entre 2001 et 2010. Et nous lâche cette punchline. 46% des médailles attribuées au ski de fond lors de cette décennie, entre 2001 et 2010, ont été gagnées par des athlètes dont les valeurs sanguines ont présenté une ou plusieurs fois des anomalies. Alors, selon les experts, la probabilité que ces données soient dues à autre chose qu'à du dopage est de 1%, donc il n'y a quasiment pas de marge d'erreur. Même si on ne parle pas de preuves de dopage et qu'aucun nom a été donné, 290 fondeurs sont concernés. Et donc forcément, la discipline sera vachement plus regardée par le CIO. Toujours selon cette étude, la nation la plus touchée est bien évidemment
Au hasard, la Russie, La Russie. Voilà, avec 51 fondeurs aux données anormales, suivi dans le classement de l'Allemagne avec 20 athlètes qui sont concernés, et en top 3, troisième marche du podium, la France. La France avec 18 athlètes qui ont des relevés sanguins plus ou moins un petit peu bizarres. Donc affaire à suivre, en tout cas Et ça ne les aide pas à gagner. Bah non, mais on espère que ça n'entachera pas non plus trop la discipline. On espère de beaux Jeux Olympiques sans dopage. C'est Et puis beau ce que tu deuxième dis. article, un hôtel original. Oui, un petit coup de cœur, c'est dans la ville de Carouge en Suisse, en bordure de Genève, que sera inauguré le 14 février prochain, message subliminal ou pas, un hôtel dédié à la bande dessinée. Alors 7 dessinateurs ont eu pour mission d'habiller les murs et les chambres du lobby, et les murs des chambres et du lobby grâce à leurs plumes. Alors chacun son style, chacun son étage, on dénombre notamment Zeb, Frédéric Peters, Albertine, Exem et quelques autres qui s'en sont donnés à cœur joie. Alors le premier prix est autour de 130 francs suisses la nuit. À noter que c'est une première, cet hôtel sera sans réception, c'est-à-dire que c'est le client lui-même qui pourra choisir sa chambre, son ambiance en fonction de ses désirs et de disponibilité, bien sûr. Une très belle idée dans la ville où est originaire Rodolphe Töpfer, le père de la bande dessinée. En tout cas, je suis sûr que ça va faire de beaux rêves à tous les visiteurs. Ah oui, après le restaurant étoilé, on va à l'hôtel Carouge. Voilà, la soirée est La faite, Manu. La soirée est actée. Merci. Merci À beaucoup, tout à Pauline. l'heure. On se retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Et j'ai l'honneur d'accueillir Ludivine Chopard sur ce plateau. C'est notre invitée du jour. Bonjour Ludivine. Bonjour, Vous êtes à la direction du Brise-Glace. C'est tout frais, ça fait pas très longtemps. depuis début décembre. Voilà, alors justement, on va parler du festival hors piste qui va commencer demain. On aurait dû commencer demain, on a malheureusement une annulation du concert demain pour raison familiale de l'équipe, donc on ne démarrera que jeudi. Bon, ça ne pardonne pas, voilà. mais pourtant c'est vrai que c'est quand même dans les clous. Tout à fait. Et c'est vrai que le brise-glace déjà, en général, nouvelle génération, part sur 2018 avec des nouvelles bases et pas mal de changements au programme. Oui, tout à fait. Alors, le brise-glace, c'est un équipement qui existe depuis 20 ans, donc on est dédié aux musiques actuelles. Alors par principe, on se veut dans l'air du temps et très en accord avec les nouvelles tendances. Donc 2018, alors sur le festival hors piste, c'est un festival qui existe depuis 2011, donc on sera sur pas mal de nouveautés, avec notamment une bonne partie de nos actions qui seront au Haras d'Annecy. Donc on investit le manège du Haras. Et puis après, il y aura des concerts de façon classique. Et pour un peu plus de perspective, sur 2018, c'est l'année des 20 ans du brise-glace aussi. Donc Pas mal de gros événements à on va venir. devoir faire un anniversaire à la dimension de l'événement, tout à fait. Alors avant de reparler plus en détail du festival hors piste, on va voir tout de suite le teaser de cette édition pour se mettre directement dans l'ambiance. Hey, check it. Hey, check it. Mama na yo waza wapi? Papa na yo waza wapi? Hey, check it. Hey, check it. Mwasi na yo waza wapi? Kombo na yo eza nini? Hey, check it. Hey, check it. Papa na yo wakufi, mama na yo waza wapi? Hey, check it. Hey, check it. Nalingi na koma budai, nalingi zabe kopesa yo. Un programme vraiment complet. Alors Ludivine Chopard, c'est vrai que vous reprenez justement ce fameux festival des musiques indé et émergentes. Ça se passe à Annecy depuis, donc on le disait, c'est la 8e édition. Comment on arrive sur un événement qui est déjà bien connu du public annécien et autour, pour lui donner un second souffle? Alors sur cet événement, le Brise-Glace travaille avec une entreprise d'Annecy qui s'appelle Soyouz, qui est un tourneur-producteur. Donc on travaille en partenariat avec eux pour la programmation. Du coup, l'idée de la programmation, c'est justement d'être à l'avant-garde, à la pointe et de toujours proposer des artistes nouveaux. Alors si on a bien fait notre travail,
travail. Les artistes nouveaux du festival seront les artistes repérés que tout le monde va s'arracher dans quelques mois, quelques années. Et puis cette année, sur le nouveau souffle du festival, l'idée c'était vraiment d'investir le Haras d'Annecy et donc le manège et de proposer un peu deux formules sur le festival. Donc il y a un premier créneau de jeudi à samedi de 17 à 22 heures au Haras, en accès gratuit, donc avec un DJ set et un live tous les soirs. Et puis on a fait tout un espace bar-restauration. On a une grosse équipe de salariés et de bénévoles qui se sont investis sur la déco. Donc j'en dis pas plus pour inciter les Annéciens et plus largement. On reste teasing, voilà, c'est bien. exactement, à venir découvrir tout ce qui se fait. Et dès 21h, pardon, le Brise-Glace ouvre ses portes avec 3 groupes par soir pour jeudi, vendredi, samedi. Et puis on a d'autres éléments hors les murs. Vendredi, on va à la bibliothèque de Bonlieu en fin de journée. Samedi, on sera à Bazar sans frontières en début d'après-midi. En fin d'après-midi, on sera aux Forges de Cran chez Alpine Aluminium. On sera aussi au Bistrot des Tilleuls samedi soir. Et puis dimanche, on termine à la patinoire avec un DJ set pour patiner en musique. Alors justement, c'était un festival qui se voulait hors les murs, Oui. hors du contexte qu'on a forcément l'habitude de voir sur ce qui se fait ailleurs. Là, c'était vraiment de détacher la musique de la salle de concert de base. Oui, tout à fait. C'était aussi de pouvoir se rapprocher du public, qu'il n'y a pas forcément une pratique culturelle, de se rendre dans les lieux de spectacle et d'investir des lieux atypiques et aussi de cette façon de toucher des publics divers et variés et de proposer vraiment des formes artistiques différentes selon les lieux et avec une vraie ambition d'être au plus près des habitants sur le territoire et avec un petit côté un peu insolite aussi pour certains lieux. C'est quand même un gros challenge de pouvoir repérer la musique indé émergente avant tout le monde. Comment ça se passe sur la programmation justement? C'est vous qui avez déjà des petits coups de cœur en tête? C'est des jeunes qui vous envoient leur cassette? Comment ça se passe? Alors, les cassettes, oui, il paraît que la cassette revient en force. J'ai entendu dire, c'est pour ça que je me permets. Tout à fait. Il y a plusieurs choses. Nous, quand je dis nous, c'est plus largement les personnes qui gravitent autour de ce type de projet. On a souvent une oreille un peu plus développée, justement pour repérer les groupes. On travaille aussi beaucoup en réseau avec des producteurs, des découvreurs d'artistes qui sont là pour nous alerter sur les futures carrières. Et puis, on a bien sûr des groupes qui démarchent par eux-mêmes, qui viennent nous voir. On est aussi attentif à ce qui se passe sur le territoire au niveau régional. Il y a plusieurs dispositifs pour repérer des groupes. Et au Brise-Glace, on a un gros travail d'accompagnement aussi sur les groupes qui viennent répéter. Et chaque année, on peut repérer quelques talents qui, bien sûr, on ne peut pas présumer de leur carrière, mais que nous, on a envie de soutenir et de programmer et leur donner la chance de partager la scène avec un groupe plus connu et donc de se confronter à un public de connaisseurs. Donc, quel est l'accueil justement de ces groupes quand vous les contactez pour leur proposer leur participation au Festival Harpiste? Alors en général, de toute façon, quand on propose un concert, c'est toujours un moment important pour les groupes. Là, le gros atout qu'on a, c'est effectivement la dimension festival, qui du coup donne un côté festif, une dynamique aussi sur plusieurs jours. Le côté lieu insolite qui intéresse beaucoup les groupes. C'est vrai que jouer dans un lieu comme Bazar sans frontières, qui est une recyclerie, ou les Forges de Cran, qui est une usine toujours en activité, bah forcément, c'est plus intéressant que juste se confronter au public sur une scène. Du coup, c'est aussi tout l'intérêt des festivals. Il faut vraiment une patte et quelque chose qui puisse marquer un peu les esprits à la fois des artistes et du public. Il y a aussi beaucoup de choses en marge du festival, notamment pas mal de rencontres. Et j'ai noté un atelier pour découvrir la programmation du festival. C'est un peu une mise en lumière de votre travail qui est un peu la face cachée généralement tout au long de l'année. Oui, donc on propose cette année un programme d'action culturelle en parallèle du festival, notamment l'atelier en question qui permet à tous les publics curieux de venir. C'est en accès libre au Brise-Glace. Et donc on a une personne de notre équipe qui est dédiée à cet atelier et qui présentera la programmation un peu différemment en alertant les gens sur des petites infos, sur les groupes, sur la composition, sur le style plus ou moins particulier de tel ou tel groupe. Donc en plus c'est mercredi, donc ce sera une petite mise en bouche pour la suite. Et on a aussi d'autres événements en parallèle du festival. On accueillera une sérigraphe, on va accueillir différents labels, une photographe, la photographe de Raoul Vignal qui fera un atelier à l'école d'art. Voilà, l'idée c'était de proposer pas seulement du concert et des huîtres et des soupes au Haras, mais aussi de se confronter à une des rencontres artistiques. Pour tous ceux qui veulent venir, la billetterie est sur place, on peut réserver sur Internet? On peut réserver sur Internet dès maintenant. Il y aura une billetterie sur place au Brise-Glace et au Haras de jeudi à samedi. Et ne tardez pas trop si vous voulez prendre des places, effectivement, parce que ça commence à se remplir tranquillement. Nous voilà prévenus. Merci beaucoup Ludivine Schubart Merci. d'avoir été avec nous. Je vous laisse rejoindre la régie pendant que j'invite notre prochaine invitée à me rejoindre.
Charlotte Guignard, bonjour. Bonjour. Vous êtes de eMotion. Alors eMotion, ça vient d'être créé il n'y a pas très longtemps, est-ce que j'ai compris? C'est ça, c'est un Mi-janvier. concept nouveau qui a été créé, qui a été lancé il y a un petit peu moins de 2 mois de ça. Qui est un concept qui est assez original puisqu'il allie donc tout ce qui est axé aux voitures, donc les passionnés de l'automobile et de la gastronomie également. Alors c'est deux mondes qui sont assez... C'est deux mondes qui sont diamétralement opposés, mais qu'on a voulu fusionner pour en faire un concept vraiment particulier. On propose des simulateurs, en fait, c'est notre petit atout. Des simulateurs donc, de voitures de course, rallye, proto, qui sont vraiment des simulateurs de toute dernière génération, que les plus grands ont chez eux. Notamment, Sébastien Loeb a acheté un de nos simulateurs qu'il a mis dans son garage. C'est pas un jeu vidéo, hein, vraiment Ce n'est pas un jeu vidéo, ce sont des, comme on peut le voir, je ne sais pas si on le voit à l'image, voilà. Ce ne sont pas comme dans des voitures, c'est monté sur 6 axes, d'accord. C'est très fidèle à la réalité de ce qu'on peut ressentir lorsqu'on est sur un circuit de F1, de rallye ou voilà, ce genre de voiture de course. Ça brasse un peu. On a le visuel et on a aussi les sensations. Voilà. Donc, j'invite vivement à venir découvrir ce simulateur. L'ayant fait, c'est vraiment très sympathique. Comment elle est venue cette idée de créer un lieu avec à la fois des simulateurs, un bar, un coin resto également? C'est vrai. Ouais. C'est vrai que les gens, quand ils viennent chez nous, savent pas trop ce que c'est finalement. Alors ça a été, on va dire, le rêve et le projet de Monsieur Gobertier, voilà, qui est notre grand patron, qui est un amoureux de l'automobile, voilà, qui a voulu allier sa passion de l'automobile avec la gastronomie et en faire un lieu aussi d'événements, parce que on a quatre grands axes, 4 grands pôles en fait à eMotion. Nous avons le concept donc simulateur de voiture, nous avons le concept restaurant. Nous avons également un rooftop au dernier étage qui n'est pas encore ouvert, qui sera ouvert fin printemps. Mais qui peut, avec les beaux jours. Avec les beaux jours, exactement. Et nous sommes aussi, nous organisons aussi des événements corporate avec des salles de séminaire. Donc c'est des événements que nous créons clé en main, voilà, pour des entreprises qui veulent venir justement faire leur réunion, se restaurer, manger et ensuite peut-être faire un peu de simulateur. Et c'est quelque chose qui marche très bien pour l'instant avec le bouche à oreille. Et nous travaillons là-dessus pour pouvoir fidéliser et développer cette clientèle un peu CSP corporate. Mais on peut également aussi à titre beaucoup plus privé, privatiser et faire des événements voilà, à titre privé. Alors justement, la cible première, c'est les entreprises, c'est les privés, c'est les personnes qui veulent en fin de journée venir boire un coup? La cible est plurielle, on n'essaye pas de se quantifier à, voilà, on ne voudrait pas que tel public. On va essayer d'axer ça au maximum à un public large. Alors effectivement, quand ça tourne autour de l'automobile, on a tendance à faire cet amalgame, à se dire que c'est un monde plutôt masculin. Testostérone, voilà. Gros moteur. Alors voilà, exactement. Alors que bon, pas forcément, c'est vraiment un restaurant de qualité. Nous avons un chef qui vient de Paris, nous travaillons des produits nobles, des produits frais, tout est maison. On travaille d'une façon, nous avons un four donc avec une cuisson végétale. Nous avons. C'est-à-dire, je suis désolé, néophyte. C'est un four avec une cuisson particulière qui donne un petit goût fumé aux viandes. Voilà, ça s'appelle le four Josper. Donc voilà, c'est plein de petites choses qu'on a voulu mettre au niveau qualitatif dans tout ce qu'on voulait faire à eMotion. Voilà. C'est créé depuis quand concrètement? C'est l'ouverture au public? Alors, nous n'avons pas encore fait de réelle inauguration. En fait, pour l'instant, c'est essentiellement du bouche à oreille. C'est des curieux qui viennent, voilà, l'ouverture officielle. On pourrait dire qu'il y a un petit peu 2 mois, mais on se réajuste. Vous savez, c'est une grosse structure. Nous sommes beaucoup à travailler là-dessus et il y a beaucoup de réajustements. Bien évidemment, il y aura une inauguration avec le rooftop. Donc je pense que ce sera vraiment, comme vous disiez tout à l'heure, au niveau des beaux jours, on espère à la fin du printemps. Mais on communiquera bien évidemment par rapport à tout ça. C'est une structure qui est un peu inédite en France, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Comment on peut se lancer dans une aventure comme ça? C'est un gros pari. On ne sait pas exactement quelle va être la cible, quelles vont être les retombées, si le concept va bien accrocher. Il faut être confiant pour partir dans une aventure comme ça. Oui. C'est parti d'un projet, comme je vous expliquais, de M. Gobertier.
voilà, qui a voulu vraiment se lancer là-dedans. Et je pense que c'est un projet qui est parti de quelque chose de personnel, c'est quelqu'un de passionné. Et voilà, et je pense que comme tout concept novateur, on doit faire les preuves, mais on a un outil de travail qui le permet. Et on a une équipe de passionnés, de professionnels, dans chaque corps, que ce soit en cuisine, que ce soit en événementiel, que ce soit en restauration, en communication également. Et voilà, donc on lance une machine, on lance un bébé, et tout le monde y croit, fort comme fer, et dur comme fer, pardon. Je pose la question piège, pourquoi Annecy? Pourquoi Annecy? Parce que ce monsieur habite ici, et ce monsieur, tout simplement, a voulu que ça se fasse dans le bassin annécien et chez lui. Voilà, Aussi tout simple simplement. que ça. Oui. Aujourd'hui, on peut justement prendre son repas, etc. À terme, il y aura des thématiques, des soirées animées. Alors voilà, nous avons effectivement donc des projets événementiels, des soirées justement à thème, pas à thème, qui seront la plupart du temps axées autour de grands événements, que ce soit le Festival de Cannes, les grandes courses de voitures. On a d'autres événements un peu plus privatifs, mais on a de belles choses à venir. On y travaille et une communication sera faite autour de ça. Et pour l'instant, tout le monde, c'est pas tout public peut venir. Autant pour venir boire un verre que pour manger, que pour faire du simulateur. Voilà, pour passer un très bon moment. Tout est ouvert, tout est accès à tout le monde, réellement. Voilà. Ce n'est pas un public ciblé. Donc c'est Avenue J'insiste d'Aix-les-Bains, lourdement là-dessus. c'est à Annecy. C'est à Annecy, à Sénaux, plus exactement. À Sénaux. 72 avenue d'Aix-les-Bains, à Sénaux. Donc voilà, si vous êtes amoureux de voiture, si vous avez envie de passer un bon moment, c'est donc du côté d'E-Motion qu'il faut se rendre. Merci beaucoup, Merci Charlotte, d'avoir été avec nous. Je vous laisse repartir à la régie et j'invite mon dernier invité, Patrick Brezé, à me rejoindre sur ce plateau. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Patrick Brezé, vous êtes un auteur prolifique d'ouvrages qui tournent toujours un petit peu autour de la montagne. Oui. Et vous avez sorti, si je ne dis pas de bêtises, en octobre dernier, votre dernier ouvrage, La montagne pour refuge. Alors, expliquez-moi un petit peu, déjà, le concept, le contexte. On va suivre les aventures de Louise, une infirmière dans les années 20. Oui, elle a changé de prénom en fait. Louise, c'était les premiers éléments rédactionnels que j'avais donnés à l'éditeur. En fait, elle s'appelle Jeanne, ça ne change rien à l'histoire. Autant pour moi. Jeanne, c'est une jeune infirmière qui arrive dans ce village, le mien, celui où je vis, Samoin, et elle est remarquablement bien habillée pour un village de haute montagne en 1925. Je le dis dans les premières pages, elle a de jolies jambes, gainées de blanc, ce sont des bas blancs, et ça va avoir un sens par rapport au fait qu'elle est infirmière. Elle a des bottines beige infirmière aussi. Et en fait, dans la voie avancée, elle va sonner, et ce n'est pas une personne comme vous et moi qui va lui ouvrir. C'est un homme qui est dans un fauteuil roulant. Donc on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'est blessé en montagne. Il s'est blessé gravement puisqu'il s'est cassé les 2 astragales. Pour qui fait de la montagne, on sait très bien que l'avenir est largement compromis. Oui, on arrive à marcher un peu comme un Playmobil, mais après c'est bien compliqué. Et en réalité, elle ne vient pas seulement pour soigner. C'est son métier, certes, et on va découvrir au fur et à mesure qu'elle a un passé d'infirmière dans des conditions extrêmement difficiles dans les tranchées. Et elle a vécu toute la guerre par choix, elle a voulu intervenir au plus près des malades. Et donc on va s'apercevoir qu'en fait, elle est à la recherche, en allant dans chacun des villages de montagne, elle est à la recherche de son grand amour. Parce qu'il se trouve qu'à un moment donné, et c'est une scène qui est, à mon sens, relativement poignante, lors d'une attaque, il y a des centaines de blessés qui arrivent, et on ne sait pourquoi, elle ne saura même pas l'expliquer. Son regard va s'arrêter sur un blessé qui est chasseur alpin, qui n'est pas du 27e, il aurait pu. Il se trouve que le 27e était plus bas à l'époque, si je ne me trompe, vers Briançon. Et elle va s'arrêter. C'était le 15-9 à Briançon aussi, non? Ou à l'époque, ça a beaucoup changé, ils ont été regroupés. Donc c'est vrai qu'il y a un historique qui est un petit peu séquencé. Et elle va s'arrêter sur lui et elle va le soigner, bien évidemment. Elle va aider à faire en sorte qu'il soit pris plus rapidement que les autres blessés. Et puis un grand amour va naître.
Et puis malheureusement, il va être appelé à un autre endroit, il va combattre, et il va disparaître. Quand je dis disparaître, il va réellement disparaître. On ne retrouvera de lui quasiment rien. Et elle recherche donc, elle se souvient de son prénom, Louis en l'occurrence. Elle se souvient bien évidemment qu'il était chasseur alpin. Elle se souvient que sa mère vivait et ses parents dans un petit village de montagne, mais elle ne sait pas lequel. Parce qu'elle ne connaît pas son nom, elle connaît les 2 ou 3 premières lettres de son nom. Et de fait, elle cherche des jobs d'infirmière dans tous les villages de montagne. Et puis en même temps, elle va au monument aux morts et elle liste, de préférence de nuit, parce qu'elle n'est pas très à l'aise de faire cela. Et là où elle est, à Samoin, à un moment donné, elle hésite. Elle se dit, ce nom-là, quand même, il me rappelle quelque chose. Et si c'était celui-ci? Et ça va être celui-ci. Alors justement, c'est une histoire de montagne, d'amour de la montagne, une histoire d'amour tout simplement. Généralement, les deux vont de pair dans vos ouvrages. Oui, puis je rajouterais que la montagne est un personnage en lui-même. Donc de fait, il y a un mélange entre l'amour, l'intérêt pour cette montagne, qui va à la fois lui faire peur. Elle est lyonnaise, elle connaît de la montagne un petit peu de loin. Elle la fréquente, mais sans plus. Et là, elle va tomber amoureuse de ce Criou, cette montagne en forme de canine qui surplombe Samoin. La vallée du Gifre. Et la vallée du Haut-Gifre, oui, tout à fait. Et au fur et à mesure, je ne vais pas raconter bien évidemment la fin du roman, elle va découvrir, parce qu'elle va rencontrer les parents de son amoureux, comme on disait à l'époque. Elle va s'apercevoir que donc il a disparu, que c'était une très forte histoire d'amour, mais qu'elle ne la connaîtra plus. Tout un chacun, dans des conditions comme celle-ci, s'effondrerait ou en tout cas tomberait dans un pessimisme noir. Et elle, c'est autre chose qui va se passer. Pour ça, là, j'ai dit, je ne dis pas la suite, mais elle va se saisir de cette situation. Elle va puiser en elle une force de résilience absolument extraordinaire pour l'humain, mais assez courante chez les femmes au demeurant. Et elle va partir sur une autre aventure où, de façon extrêmement humaine, elle va entraîner avec elle d'autres personnes du village qui vont l'aider à entreprendre une œuvre gigantesque à la mémoire de celui qu'elle a aimé. Et donc, ceci explique le titre, un peu, La montagne pour Exactement, refuge. c'est ça. C'est ça, outre le fait qu'il y a un jeu de mots qui est plaisant ou pas plaisant, en tout cas un jeu de mots, effectivement, elle était venue là pour soigner un malade, c'est-à-dire 2-3 mois, enfin du moins l'assister, l'aider. Lequel malade n'est pas facile. Hein, c'est un peu une forte tête. En réalité, on le prend un petit peu pour un dandy de l'époque, parce qu'il consomme allègrement un certain nombre de choses. Certes, l'absinthe, c'était interdit, mais encore autorisé, parce que tout le monde en buvait, mais pas seulement. On s'aperçoit qu'il consomme sans doute un peu plus de laudanum, qui est un produit à base d'opium contre la douleur, que de raison et de besoin. Et en fait, c'est un artiste, c'est un homme qui souffre. Et je lui ai donné comme métier d'être photographe de montagne. On est exactement dans la période où on découvre la photographie de montagne. On s'aperçoit qu'on peut faire des œuvres magistrales. Et comme lui, il est un petit peu marginal par rapport à sa famille d'industriels de grands lainiers du Nord, eh bien, il a voulu que sa vie soit dédiée à l'art et à la montagne. Et en fait, il va rentrer dans la même démarche que Jeanne, cette infirmière, pour agir de façon naturelle. La montagne pour refuge, c'est aux éditions Calman-Lévy. Patrick Brézé, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Je vous laisse repartir vers la régie et on va rester dans un coin qui vous est cher, je crois, puisqu'on va voir quelques images de Sixte faire à cheval. Oui, bien sûr. Voilà, juste au-dessus de Samoin, c'est l'extrême bout de du Haut-Gifre, voilà, avec de très très belles conditions. Entendu, merci beaucoup. Bonne soirée, à bientôt. Donc de très très bonnes conditions, comme vous pouvez le voir sur ces images qui ont été prises donc, par la webcam cet après-midi à 16h45 avec, vous le voyez, de très très belles pistes, de la très 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 bonne neige et la quasi-totalité du domaine skiable qui est ouvert. Formidable.
Pauline, on se retrouve à quelques minutes avant le JT pour refaire un petit rappel des titres et on va parler des crues et des inondations. Oui, qui ont eu lieu il y a un mois. On va faire un petit peu le bilan un mois après pour voir où ça en est. 13 communes ont été mises en catastrophe naturelle, ce qui permet d'avoir des aides plus rapidement de l'État. Tu es donc allé faire un tour du côté de Serraval et des Clés pour faire le bilan de ces intempéries. Et on reparle encore des sommets du digital avec Seb. Voilà, qui lui s'est intéressé à l'e-santé aujourd'hui, puisque même le digital s'invite dans la santé. Il y a plein de choses à faire, donc on essaiera de comprendre avec Seb qu'est-ce que l'e-santé. Parfait, merci beaucoup Pauline, c'est tout de d'ici suite. quelques minutes au JT. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci à toutes et à tous de votre attention. Nous on se retrouve demain soir, même heure, pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Et d'ici là, passez une très bonne soirée sur 8 Mont Blanc.